Bonjour. Alors, nous avons déjà vu la politique numéro 1 et nous avons vu à cette occasion la justice et le droit. Maintenant, nous allons voir la société et les échanges. Alors, avec la justice et le droit, nous avons vu que la politique pose le problème de l'alliance de ma liberté et de la loi. Puis-je obéir à la loi sans perdre ma liberté et pourquoi? Hobbes nous a montré que sans la loi, l'homme perd toute capacité à vivre en société, retourne à l'état animal. C'est la guerre de tous contre tous. Kant nous explique lui aussi que la liberté sauvage sans loi serait la pire des choses. Mais quelle est cette loi à laquelle il faut obéir? Ce n'est pas la loi morale qui fait appel à ma bonne volonté, c'est une loi du droit civil à laquelle j'obéis sans en avoir le choix. La politique n'est pas la morale. Ces lois sont si importantes pour chacun que Platon affirme qu'elles sont indiscutables, même si elles ne sont pas légitimes. De toute manière, on obéit à la loi pour un intérêt pratique et pour son efficacité. Peu importe les intentions, ce qui compte, ce sont les faits. En même temps, même Platon n'exclut pas que l'on puisse faire valoir ses droits devant la justice. Reste donc une question à se poser. Comment maintenant trouver une solution qui permette d'équilibrer les intérêts de tous sans remettre en question la liberté de chacun, comme ça semblait être le cas auparavant? La solution proposée par certains auteurs est celle d'une société basée sur les échanges. Les échanges dont nous allons voir qu'ils sont essentiellement économiques. Le pari, c'est de dire que les échanges suffiront à faire que la société fonctionne et que les intérêts soient respectés pour tous et pour chacun. C'est donc notre deuxième partie, la société et les échanges. Un petit bonjour du zèbre. Donc la société, qu'est-ce que c'est que la société? C'est une association d'individus soumis à un règlement, pouvant être juridique, fondé sur une communauté d'idées, d'intérêts ou de travail. Ce qui va nous intéresser en particulier, d'abord, c'est la communauté d'intérêts. Comment ça fonctionne? Il semblerait donc qu'on puisse trouver un équilibre en assurant la communauté des intérêts. Si on regarde encore cette définition, on trouve la société, c'est la relation s'établissant entre deux hommes qui se rendent mutuellement l'équivalent de ce qu'ils se sont donnés. Donc les échanges, c'est une affaire de réciprocité. Tu me donnes, je te donne un équivalent et tout fonctionne bien. Donc puisque la société est le résultat d'une communauté d'intérêts, il suffit que les échanges entre les sujets de la société soient équitables. On arrivera ainsi à un équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt général, grâce aux échanges. C'est ce que nous explique Benjamin Constant. Le commerce a rapproché les nations et leur a donné des mœurs et des habitudes à peu près pareilles. On peut illustrer cette idée de Benjamin Constant en regardant loin de chez nous, en Chine, comment les échanges arrivent à nous rapprocher les uns des autres. Ce grand magasin de Shanghai est un peu devenu le dernier salon où l'on cause. En tout cas pour ces retraités chinois qui passent des journées entières au restaurant, non pour boire ou manger, mais pour chercher amis ou âmes sœurs. Notre magasin est en plein centre-ville, donc pour eux c'est facile d'accès. Le restaurant c'est un endroit pour manger, si les seigneurs veulent faire des rencontres, je pense qu'il ferait mieux d'aller ailleurs. L'enseigne suédoise a donc pris des mesures. Désormais la sécurité veille, il est interdit aux papis et mamies de venir flirter à l'œil. Mais rassurez-vous, on peut toujours venir y dormir, ou tout simplement, comme dans ce magasin de Pékin, se reposer en solitaire. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, là je suis bien. Non, ces Chinois ne testent pas pour acheter, mais ils apprécient, semble-t-il, canapé et literie suédoise.
1950, j'étais commissaire au plan de modernisation. N'oubliez pas qu'à cette époque, le coup de Prague, le blocus de Berlin, la guerre froide étaient à nos portes. J'ai toujours été convaincu, et surtout depuis la dernière guerre, que pour arriver à établir la paix, il fallait établir l'unité entre l'Allemagne et la France. Cette unité était difficile. Comment le faire? M. Schuman, à ce moment-là, et beaucoup d'autres, étaient préoccupés de la question, de savoir quel était l'avenir de l'Allemagne. Il devait y avoir au mois de mai, à Londres, une réunion entre les Alliés pour décider de l'avenir de l'Allemagne. Est-ce que nous allions revenir, ce que je considère comme les erreurs de 1918, ou est-ce que nous allions établir les relations sur une base d'égalité? C'est alors que j'ai proposé à M. Schuman l'organisation d'une union entre la France et l'Allemagne, ce qui est devenu une Union européenne, et ce qui a été la base de la communauté du charbon et de l'acier. À M. Schuman revient le mérite de l'avoir fait accepter par le gouvernement français et de l'avoir proposé au nom du gouvernement français à l'Allemagne et aux autres pays d'Europe. On voit donc que ce soit au niveau mondial ou au niveau de l'Europe, que le commerce et les échanges sont considérés comme des moyens d'unir les sociétés entre elles. Mais les échanges, c'est aussi les échanges par le travail. C'est ce que nous explique Durkheim. Rien ne paraît facile au premier abord comme de déterminer le rôle de la division du travail. Ces efforts ne sont-ils pas connus de tout le monde, parce qu'elle augmente à la fois la force productive et l'habileté des travailleurs. Elle est la condition nécessaire du développement intellectuel et matériel des sociétés. Elle est la source de la civilisation. Autant dire donc que les échanges par le travail sont considérés comme le moyen même de la civilisation, depuis le début de l'histoire de l'humanité par Durkheim. Les services qu'elle rend, la division du travail, sont presque complètement étrangers à la vie morale, ou du moins n'ont avec elle que des relations très indirectes et très lointaines. Ici, Durkheim apporte un bémol en expliquant que ces échanges ne sont pas du tout basés sur les bonnes intentions, mais encore une fois sur des intérêts. Rien ne paraît facile. Si d'ailleurs on analyse ce complexus mal défini qu'on appelle la civilisation, on trouve que les éléments dont il est composé sont dépourvus de tout caractère moral. Voilà qui nous montre encore une fois que nous avions raison en définissant deux domaines, la morale et la politique. C'est surtout vrai, continue Durkheim, pour l'activité économique qui accompagne toujours la civilisation. Bien loin qu'elle serve au progrès de la morale, c'est dans les grands centres industriels que les crimes et les suicides sont les plus nombreux. En tout cas, il est évident qu'elle ne présente pas les signes extérieurs auxquels on reconnaît les faits moraux. Nous avons remplacé les diligences par les chemins de fer, les bateaux à voile par les transatlantiques, les petits ateliers par les manufactures. Tout ce déploiement d'activités est généralement regardé comme utile, mais il n'a rien de moralement obligatoire. Sans doute l'activité industrielle n'est pas sans raison d'être, elle répond à des besoins, mais ces besoins ne sont pas moraux. On pourrait presque dire, à écouter Emile Durkheim, que entre les besoins, une société basée sur les besoins et une société basée sur la morale, il y a quasiment une contradiction. C'est ce que nous allons voir peut-être dans la suite. Donc pour résumer, le thème du texte est le rôle de la division du travail. La thèse du texte est que la division du travail est efficace au point d'être la source de la civilisation, mais n'a aucun caractère moral. Ce qui compte donc, ce sont bien les échanges, ici les échanges par le moyen du travail, pour satisfaire des besoins et rien d'autre.
Cette utilité des échanges va être encore démontrée par Adam Smith. Adam Smith qui pense que les échanges permettent d'organiser et équilibrer les intérêts particuliers et égoïstes entre eux. C'est-à-dire que, dans le fond, plutôt que de parler d'intérêt général supérieur à l'intérêt particulier, on va parier sur le fait que les intérêts particuliers, mis les uns en face des autres par le moyen des échanges, vont s'équilibrer en quelque sorte tout seuls. Voyons plus dans le détail ce qu'en dit Adam Smith. L'identité naturelle des intérêts. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions, et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Ici, Adam Smith explique donc que chacun travaille pour lui-même, qu'il n'a pas du tout de souci moral, encore une fois, pas d'intention spécialement bonne, et il semble même penser que c'est encore mieux quand il ne se préoccupe pas de moralité et simplement de ses propres intérêts. On retiendra des mots importants, l'idée de main invisible et l'idée d'intention, qui finissent donc par se contredire l'une l'autre. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous pouvons attendre notre dîner, mais du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. On ne peut pas mieux dire, chacun pour chacun, et pourtant la société peut quand même fonctionner, d'après Adam Smith. Mais il y a des limites à cette supposée main invisible et à sa capacité à diriger une société paisible. C'est ce que nous allons voir. Les limites de l'égoïsme. Dans les limites de l'égoïsme. Là où l'intérêt règne seul comme rien ne peut réprimer les égoïsmes en présence, chaque moi se trouve vis-à-vis de l'autre sur le pied de guerre. Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir à vous. Demain, la même raison fera de moi votre ennemi. Émile Durkheim, encore une fois, nous dit que, dans le fond, ce système, en quelque sorte, basé uniquement sur les intérêts, il suffira que l'un puisse avoir plus de pouvoir que l'autre, ou que les intérêts ne se croisent plus et ne s'équilibrent plus pour qu'on retourne à une société où ce sera la raison du plus fort qui l'emportera, comme nous le montre l'exemple de la grande distribution qui suit. Mettez-nous sur la voie. Vous savez ce que vous allez vivre? On va vous convoquer à midi. À 20h, on va vous faire passer. Mais entre-temps, vous aurez fait un temps dans une salle non chauffée, à peine éclairée, sans rien à déjeuner, sans rien à dîner. Et c'est ça les négociations. On intimide les commerciaux. Alors, on est aujourd'hui dans un monde de barbares, de voyous, dans les négociations commerciales. Je le dis avec beaucoup de force, et ça n'enlève rien aux propos que tiennent les directeurs ou les patrons d'enseignes, qui eux nous disent, oui, non, parce que j'allais dire, les voyous, on les connaît. Alors, c'est Michel-Édouard Leclerc, c'est Serge Papin, c'est tous ces gens-là qui sont des voyous. La main sur le cœur, ils nous disent aujourd'hui, mais tout va bien, on discute, on négocie. Sauf que leurs commerciaux aujourd'hui, je vais reprendre les propos de l'un d'entre eux, que je ne citerai pas. La grande distribution, c'est un bordel organisé. Voilà ce qu'on me dit. Ça veut dire quoi? Et un bordel créatif. C'est-à-dire qu'en gros, on a des axes, on a des orientations, et après, messieurs les commerciaux, débrouillez-vous. Vous êtes payés à la commission, vous avez bien fait votre boulot, tant mieux pour vous. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est la fameuse LME, la loi dite de modernisation économique adoptée en 2008, qui a organisé en fait cette sauvagerie. Entre autres. Alors depuis, il y a eu la loi Hamon qui a corrigé quand même un certain nombre de choses, mais elle n'est pas allée assez loin. Et c'est la raison pour laquelle je le dis avec beaucoup d'insistance. Si désormais, dans toutes les formes de contrats, de négociations, nous n'intégrons pas le maillon de la production, je pense que alors nous nous retrouvons chaque année avec les mêmes difficultés. Alors justement, ça, c'est une avancée qui doit pouvoir être permise par la loi.
Un autre exemple de guerre commerciale. L'apaisement pour désamorcer le conflit commercial entre l'Europe et les États-Unis. Son objectif, empêcher Donald Trump d'exécuter sa menace, relever à 20% les taxes sur les voitures européennes. Il faut nous entendre entre Européens. On peut négocier une position commune sur des droits de douane, par exemple pour l'automobile. Cela signifierait une baisse des taxes à laquelle je serais prête. En clair, refuser la surenchère et parvenir à un accord mondial, car le risque est grand. La guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine et l'Europe pourrait entraîner un effondrement de l'économie mondiale. C'est la crainte du Conseil d'analyse économique. Son scénario le plus pessimiste prévoit une envolée des tarifs douaniers aux effets désastreux sur les 3 grandes puissances mondiales, une baisse de croissance de 3 à 4%, une perte de richesse annuelle estimée à 1 125 € par Français. Les petits pays seraient encore plus durement touchés. Un tel scénario, ça aurait exactement les mêmes conséquences économiques que celle qu'a eu la crise économique de 2008-2009, qui était quand même une crise financière mondiale, avec des destructions d'emplois, avec une diminution de l'investissement, etc. Donc c'est pas anodin. De nombreux constructeurs automobiles tirent déjà la sonnette d'alarme. Une guerre commerciale pourrait entraîner, selon eux, des milliers de suppressions d'emplois et ralentir la recherche et développement. Bref, ne s'intéresser qu'à des rapports d'intérêt entre les particuliers peut avoir des limites. On risque un état de guerre latent. Exemple, la guerre commerciale et la fragilité des équilibres commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié qui fait que les intérêts particuliers n'arrivent pas à s'équilibrer autant qu'on aurait pu l'espérer? Comment éviter la guerre économique et l'injustice? Eh bien, c'est Aristote qui va nous donner la solution, en nous parlant d'équité. En effet, l'équité, ce n'est pas la justice. La justice, c'est le caractère le juste, c'est le caractère de ce qui est conforme à un droit, légitime ou légal, tout simplement. Tandis que l'équité, c'est un principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec les situations particulières. Il semblerait donc que la solution, ça serait de réintroduire ce que l'on avait mis de côté, à savoir la question de la moralité des échanges. Voilà le texte de Aristote que je vous laisserai lire, mais que je vais pouvoir vous résumer de la manière suivante. Dans ce texte, il nous explique que la justice, c'est quoi? C'est d'abord l'inverse de ce que veut l'homme injuste. L'homme injuste, lui, il agit contre la loi et contre l'intérêt des autres, c'est un voleur. Tandis que l'homme juste, lui, il respecte la loi et il respecte l'égalité. Donc il ne vole rien aux autres. Résultat, on peut dire, dans ces cas-là, que la loi qui lutte contre l'homme injuste et qui est respectée par l'homme juste préserve l'intérêt commun. Et en somme, le juste, c'est ce qui préserve le bonheur de la société. Mais ça ne suffit pas. On a vu que le juste, c'est l'application du droit, et c'est tout. Il faut aussi, selon Aristote, de l'équité. L'équité, elle améliore la justice légale, parce que la justice légale est trop générale. Pourquoi est-elle trop générale? Parce qu'elle veut légiférer une réalité qui est complexe, irrégulière, avec des particularités. Et ça, ces grandes lois n'arrivent pas à s'appliquer aux détails de la vie de chacun. Il faut donc, selon Aristote, que le juste soit accompagné par l'équité qui prendra en compte les particularités.
Vous pouvez vous livrer à cet exercice en retravaillant sur le texte d'Aristote et en cherchant à répondre à ces questions. Je vous laisserai les regarder à tête reposée, si je puis dire. Mais voilà dans le fond, voilà les questions, les réponses, pardon. Le thème, c'est la justice. La thèse, c'est l'équité supérieure à la simple justice. Les parties, c'est d'abord à la justice. Partie A, la justice assure le bonheur de tous dans la société. Partie B, l'équité assure une juste application de la loi au cas particulier. L'homme injuste ne respecte pas autrui, ne défend que son intérêt, ne respecte pas la loi. L'homme juste respecte la loi, l'égalité, l'intérêt général. La justice est indispensable parce qu'elle assure le bonheur de tous. La justice est trop générale. L'avantage de l'équitable est de garantir une justice pour chacun, adaptée aux situations particulières. Ce texte montre les limites d'une société basée sur les échanges, parce que les échanges, simplement réciproques, ne prendraient pas en compte les situations de chacun en se basant que sur des échanges quantitatifs. Il faut ajouter aux échanges une dimension éthique qui prend en compte chaque individu. Donc, nous avions vu dans la partie précédente que si j'obéis à la loi, ce n'est pas pour des raisons morales, mais par contrainte et pour pouvoir vivre en paix. Mais ma liberté semblait avoir été oubliée. Comment obéir librement à la loi? Il faut que chacun y trouve un intérêt réciproque. C'est la solution que propose une société basée sur les échanges. Il suffit que mon intérêt et celui des autres membres de la société puissent s'accorder, ce que Adam Smith appelle l'accord des égoïsmes, garanti par une main invisible. J'obéis à la loi parce que mon intérêt est en même temps automatiquement celui de tous. Cependant, si l'intérêt de l'un des partenaires est de ne plus respecter la réciprocité des échanges, alors c'est le retour de la guerre et la société se trouve à nouveau en danger. Il suffit de respecter la justice et l'équité qui prend en compte les particularités de chaque situation. L'équité introduit une part de morale que nous avions négligée jusqu'ici. C'est ce que nous explique Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Le bonjour du zèbre.